vendredi à 13h, c'est l'heure du sport sur IDFM 98 FM. Place à l'initiative sport. Chaval est KO. Pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois ça, c'est pas vrai. Petit Pi, allez, un petit dunk. Quelle action du Stade Français, c'est magnifique. C'est parti. Le drop de Bizeski va-t-il passer entre les poteaux? C'est manqué. Je pense que je peux faire un bon travail pour aider le PSG à devenir un grand club en Europe. Bonjour à tous, Initiative Sport numéro 20, tout pile, tout rond. Merci d'être à l'écoute une nouvelle fois comme chaque semaine de l'unique rendez-vous de sport sur les antennes d'IDFM 98 FM. Merci aussi à notre équipe toujours là, fidèle au poste, avec Greg Drouillat et le journal du sport en Ile-de-France. Bonjour Greg. Salut Manu, salut à tous. Et Dia-Marie et Linden Lutello pour le traditionnel grand débat. Bonjour messieurs. Bonjour à tous, salut Manu. Allez, le programme, Linden. Alors, quelques jours, le tournoi attendu, donc ça va faire plaisir à Greg. On va parler entre autres des Français, des jeunes et surtout du Big Four. D'accord, enfin d'émission, on parlera des femmes et du football puisque Bruno Bini était l'invité, nous a accordé une interview exclusive que l'on vous fera partager en fin d'émission en troisième partie comme vous en avez l'habitude. Allez, il est 13h passé de quelques minutes, n'oubliez pas de réagir tout au long de l'émission en nous envoyant vos coups de gueule ou vos coups de cœur sur idfm98.fr et sur les réseaux sociaux, c'est l'heure d'Initiative Sport. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. 21e émission déjà, vous connaissez la formule Initiative Sport et en entrée on retrouve le journal du sport en Ile-de-France de Grégory Drouillat et à l'une aujourd'hui, même si ça ne joue plus sur les terrains de Ligue 1, ça bouge en coulisses. Ça ne joue plus mais on parle toujours du PSG, on va commencer avec le stade. Nasser El-Khelaifi a quand même donné une interview cette semaine pour annoncer qu'il voudrait donc détruire le Parc des Princes et reconstruire un stade de 60 000 places. Ou la deuxième solution, ce serait d'agrandir celui actuel à 50 000 places. Troisième option, il a dit on verra. Mais il n'a jamais parlé du Stade de France, donc je pense que le Stade de France, on peut l'oublier pour le futur du PSG. Niveau transfert, on va commencer avec la première recrue du PSG, Peggy Louguinoula, quand même faut l'annoncer. Il a re-signé une saison, c'est quand même exceptionnel ça. La première recrue du PSG, Peggy Louguinoula, qui devait se faire virer en mois d'octobre. Et donc il a prolongé d'un an son contrat. Ouais, mais c'était en échange de pas continuer ses poursuites judiciaires. Il a réclamé 6 millions d'euros, messieurs. Ah ouais, mais il a quand même re-signé une saison, il faut quand même le faire. Parce qu'on parle de Luis Suarez, on parle d'Higuaín, on parle de grands attaquants et il y a quand même Peggy Louguinoula car surtout pour l'image du PSG. La preuve qu'ils travaillent leur image quand même. Côté départ, Gamero devrait partir, il a vidé son casier du Parc des Princes, donc on l'annonce à Lille. Ouaro, on l'annonce à Marseille. Alors là, Paris va fournir tous les clubs. Et puis Clément Chantôme est très très proche de l'Olympique Lyonnais. Il a vu Jean-Michel Aulas et après c'est un souci parce que Aulas voudrait un prêt et le PSG voudrait le vendre. Donc voilà, mais il devrait finir à l'Olympique Lyonnais. Le PSG on va continuer un petit peu, le PSG a fait une offre de 25 millions pour Kaka, est-ce vrai, est-ce faux, on ne sait pas. Une offre de Lavezzi de 23 plus 7, est-ce vrai, est-ce faux, on ne sait pas. Donc on va attendre, de toute façon, là pendant 3 mois, on va entendre du PSG tous les jours avec n'importe quel joueur. La piste Lavezzi est la plus chaude, je pense. Oui, je pense que c'est là, mais bon, si Lavezzi signe au PSG, ça sent pas bon pour Néné. En tout cas, chers auditeurs, Greg vous a encore gâté des infos exclusives. Initiative IDFM 98 FM, celle-ci vous ne les avez nulle part. Jusqu'au casier. Voilà, jusqu'au casier, exactement. En national, on dispute la 38e et dernière journée demain soir à 20h. Le Red Star 93 joue à Fréjus-Saint-Raphaël. Créteil-Lusitano s'accueille Cherbourg et le Paris FC se déplace sur la pelouse de Luznac. À noter que pour le moment, en national, Nîmes et le Gazellette Ajaccio montent en Ligue 2. Le dernier billet se joue entre Niort, Épinal et Vannes avec un gros avantage à Niort. Moi j'ai une question, Greg. Ouais. Pour le prochain match du Paris FC, est-ce que Manu sera encore au commentaire? Parce que j'ai eu la chance de l'entendre la semaine dernière pour PFC Colmar. C'était du lourd, hein. C'était du très très lourd. On n'a pas les extraits pour une fois? Non, on n'a pas. Mais non, malheureusement, c'est à l'extérieur. On mettra le podcast. Mais peut-être l'année prochaine, on sait pas. On verra. Il y a des négociations, c'est une info exclusive et initiative. Au niveau de la descente, Bayonne et Besançon sont déjà en CFA. Enfin en CFA2, l'entente Sanois-Saint-Gracia, deuxième du groupe A, accueille demain à 18h l'équipe de Marc. Et puis on va faire quand même un petit aparté équipe de France. Laurent Blanc a donc convoqué 26 joueurs pour l'Euro 2012, dont 15 qui évoluent en Ligue 1. Parmi eux, 2 Parisiens, Blaise Matuidi et Jérémy Menez. Et une surprise, la présence de Yanga Mbiwa. Match de l'équipe de France dimanche soir, France-Islande à Valenciennes. Et puis la liste définitive des 23, on l'aura lundi puisque il faut qu'elle soit donnée à la FIFA mardi.
Du rugby, il sera question de top 14, Greg, mais pas seulement, puisque vous avez une bien mauvaise nouvelle à nous annoncer. Ça concerne la fédération. On va commencer par la mauvaise nouvelle, puisque malheureusement Daumont a perdu son match retour face à Auxerre 24-18, ce qui signifie tout simplement que les Daumontois ne vont pas monter en Fédéral 2. J'ai eu un joueur, je vais le citer, Johan Jean-Louis, le pilier du stade de Montois, et ça faisait Grismide à Daumont. Il m'a dit qu'ils vont continuer avec les mêmes hommes. On le rappelle, l'entraîneur Jean-Pierre Laloze part l'année prochaine pour Bobigny en Fédéral 1. Un nouvel entraîneur va arriver, mais le groupe va rester à peu près pareil. Voilà. Et nous on continuera de les suivre. C'est ce qu'il fallait dire. Exactement. Et puis on dispute également les barrages du top 14. Le Racing Métro joue sa place en demi-finale à Toulon pour ce déplacement dans l'antre de Mayol. Le Racing Métro joue sa place en demi-finale à Toulon pour ce déplacement dans l'antre de Mayol. Pierre Berbizier pourra compter sur le champion du monde sud-africain François Stein et l'international français Benjamin Fall. Coup d'envoi de la rencontre demain à 21h. Le vainqueur affrontera Clermont en demi. À noter que dans l'autre barrage ce soir, il oppose le Castres Olympique et Montpellier. Le basket et les quarts de finale des playoffs de Pro A est déjà un match coup près pour notre unique club francilien présent à ce niveau de la compétition. Ce soir, Paris-Levallois reçoit Orléans au stade Pierre de Coubertin. Les Parisiens se sont inclinés 70-68 au match aller. S'ils s'imposent donc ce soir, ils disputeront une belle mardi à Orléans. On passe au hand et Paris est proche de sauver sa tête en Division 1 dès mercredi prochain pour le compte de la dernière journée. 26e et dernière journée qui se dispute, comme tu l'as dit, mercredi prochain. Paris se déplace à Chambéry et Ivry reçoit Istres. Si les Parisiens s'imposent, ils seront maintenus. Si Istres s'incline à Ivry, les Istréens descendront. À noter qu'un autre club francilien est concerné par la descente, Créteil, qui se déplace chez le champion de France, Montpellier. Bref, tout ça, Istres, Paris, Ivry et Créteil peuvent encore descendre. Réponse mercredi prochain. Et allez, soyez nombreux à soutenir nos clubs franciliens. Vous écoutez IDFM 98 FM, place au reste de l'actualité sportive dans votre région. En football américain, les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône jouent ce dimanche sur la pelouse des Spartiates d'Amiens pour le compte de la 10e journée du championnat élite. En tennis de table, grand bravo à Tristan Flore, le joueur de Pontoise-Cergy est devenu champion de France senior à seulement 17 ans. En natation, 6 médailles pour le moment pour l'équipe de France au championnat d'Europe de Debrecen en Hongrie, avec des titres pour les 4x100 messieurs et Alexiane Casten sur 200 mètres d'eau. Et puis en gymnastique artistique, on dispute les championnats d'Europe ce week-end à Montpellier. Et puis pour finir, un petit mot de tennis puisqu'on va en parler. Gilles Simon s'est qualifié hier pour les demi qui jouera cet après-midi contre Almagro, et à Strasbourg on aura une demi 100% française entre Alizé Cornet et Pauline Parmentier. De bon augure. Nouveau décompte messieurs, J-64 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. Ça tombe bien, la flamme est arrivée sur Londres hier et en Ile-de-France. Eh bien messieurs, c'est l'heure du journal des JO. Allez Youssef, allez mon vieux, Youssef Bolt dans la dernière ligne droite. Allez Christophe, allez David, allez Martial, avec un super départ. Demande Sullivan, Alain Bernard, et champion champion. Il l'a fait, il l'a fait. Aujourd'hui, là, c'est ce que tu valais, c'est ce que tu valais, et puis maintenant, Ouais, il l'est. Il y a peut-être une dernière action de Grand putain, on est au show, on arrive quand même à se faire carnat, ça me dégoûte la boxe. Donc comme tu l'as dit Manu, journal des JO, J-64. On va commencer avec l'événement de ce week-end quand même pour nous aux Français. C'est le tournoi de qualification olympique de l'équipe de France de handball féminin qui se dispute à Lyon ce week-end. La France affrontera la Roumanie, le Japon et le Monténégro. Un tournoi coup près puisque seul le vainqueur ira aux Jeux Olympiques. Donc messieurs les Lyonnais, Linden, je sais pas si tu vas être à Lyon ce week-end, mais il faut aller voir les filles ce week-end. C'est au Palais des Sports de Gerland. Il faut qu'elles gagnent parce que pour aller aux Jeux Olympiques pour retrouver ces messieurs. Premier match ce soir face à la Roumanie. Des petites mauvaises nouvelles, on a appris que Romain Barras, champion d'Europe du décathlon, est forfait à cause d'une blessure au mollet. Un autre forfait prévisible, ce sera la Croate, la jolie, la magnifique Croate Blanka Vlasic, double championne du monde de la hauteur, qui normalement sera forfait à cause d'une blessure au pied gauche. En aviron, on a une qualification pour la France en 200 barreurs de Germain Chardin et Dorian Mortelette, et en 4 de couple. Donc qui est représenté par Adrien Hardy, Pierre-Jean Pelletier, Mathieu Andro Dias et Benjamin Chabenet. Ce qui fait qu'au final on aura 5 bateaux en aviron à Londres.
Voilà, et puis j'avais une petite dernière nouvelle. Ah oui, voilà, le groupe des 18, mais on va en parler tout à l'heure quand on parlera des filles. Tout à fait, voilà. Parfait. Merci beaucoup Greg. Tout de suite, le débat de la semaine. Je sais que vous l'attendez tous. Et c'est l'heure du débat. Vous écoutez Initiative Sport sur IDFM 98 FM. À ma gauche, Linden Lutello. À ma droite, Eddy Amari. Le principe est simple. Débat spécial tennis, messieurs, spécial Roland Garros. 12 minutes de joute aujourd'hui, 3 sujets. Et puisque notre cher DJ Level est parti prendre un repos bien mérité, je serai le grand arbitre aujourd'hui. En tout cas, mon sifflet est prêt, donc méfiez-vous. Et à partir de dimanche, pour 15 jours dans la capitale, ce sera le retour du tennis à la Porte d'Auteuil. IDFM et Initiative Sport seront d'ailleurs présents tout au long de la compétition pour vous faire vivre les coulisses du spectacle. Dispositif spécial donc à découvrir dans nos 2 prochaines émissions. Mais avec le retour de Roland dans la capitale, on voulait vous dire qu'on aimait surtout ça. Messieurs, reconcentrons-nous un peu sur le jeu quand même. Jo-Wilfried Tsonga, numéro 1 français, numéro 5 mondial, a déclaré dans l'équipe cette semaine qu'il était actuellement impossible pour un joueur tricolore de remporter Roland Garros. Est-ce un manque, selon vous, cruel d'ambition ou tout simplement Jojo fait tout simplement preuve de réalisme? Qu'en pensez-vous, Linden? Je pense déjà qu'on va censurer l'émission. mais plus sérieusement, non, mais comme on l'a dit partout, la plupart des critiques ont dit qu'il avait en même temps bien raison. Il y a un Big Four qui sont juste devant lui. Il est 5e déjà, il est à la meilleure place des Français et il est même à la meilleure place de l'autre classement ATP, on va dire, parce qu'il y a 2 classements ATP. Et il est juste réaliste. Je sais pas si Eddy est d'accord avec moi sur ce côté-là, mais en même temps, après, il y a des concours de circonstances par rapport au tournoi. Il peut avoir une blessure, on sait jamais. Après, il peut tomber aussi. Il y a un Andy Murray qui est un peu sur la mauvaise pente, donc si son gars arrive à gratter une demi-finale sur un match, bon, c'est possible. Mais voilà, c'est quand même au départ, tant que les 4 sont là et en pleine forme, surtout vu comment Nadal carbure en ce moment, ça va être très difficile pour un Français, que ce soit pour lui, parce qu'après les autres, que ce soit Simon ou maintenant Monfils qui est forfait et puis encore Gasquet, ça va être encore beaucoup plus difficile. Donc je pense que la réaction de Tsonga est juste justifiée, c'est pas un manque d'ambition. Mais... Je comprends vraiment pas comment les propos de Jo-Wilfried Tsonga ont pu faire polémique ou ont pu un petit peu mettre un petit coup de vent dans le monde du tennis français, tellement ces propos sont sensés. Vous pouvez me citer le dernier Français qui a fait un demi-finale de Grand Chelem? Demi-finale de Grand Chelem, Jo-Wilfried Tsonga en 2008, même l'année dernière à Wimbledon. Il y a 4 ans. L'année dernière à Wimbledon. L'année dernière à Wimbledon, il a fait demi-finale. Ouais. Et Roland Garros, il me semble que c'est Cédric Pioline. Non, c'est mon fils. Ah oui, t'as raison. En 2007 contre Federer, il avait perdu. Et puis il n'a pas fait un quart, mon fils, en 2007. Et 2008, il fait quart. 2008, il fait. Et puis même la terre battue, c'est pas trop pour les Français. Le dernier, de ce que j'avais vu, le dernier Français qui avait gagné sur terre battue, c'était quand même Cédric Pioline en 2000. Au Masters 1000 de Monte Carlo. Exactement. Ouais. Et depuis, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment pas une surface pour les. Dans les gros tournois, parce que Gilles Simon a gagné un tournoi. Après, oui, non, mais justement, on parle de Roland Garros, donc on compare, oui, à un tournoi. C'est comme tout à l'heure avec les 2 Françaises qui sont en ce moment Parmentier et Alizé Cornet-Fried qui jouent à Strasbourg, quoi, demi-finale, mais c'est à Strasbourg. Oui, malheureusement, là c'est vraiment le Alizé Cornet-Fried. Ça mérite le coup de sifflet. Dommage que ne soit pas là parce que je crois qu'il a gardé le sifflet avec lui. C'est pas un manque d'ambition. Je pense qu'en même temps, pourquoi on critique aujourd'hui, c'est parce que les Français ils ont besoin de rêver. Ils sont à domicile, ils ont besoin d'avoir un fanion, c'est-à-dire qu'ils se disent. On avait vu quand mon fils faisait des beaux parcours, on disait que pourquoi pas il pouvait gagner alors que la situation était quasiment égale. C'est-à-dire que on savait que mon fils il y avait des adversaires qui étaient face à lui qui étaient beaucoup plus forts. Et pourtant quand il passait les tours, l'espoir commençait à monter. Forcément c'est comme on va dire, on peut comparer dans le football pour en revenir quand la France a joué à domicile en 98. Au début, elle n'était pas favori. Après, justement, avec l'élan qui est à domicile, on a toujours besoin de rêver. Donc, justement, les gens sont un peu déçus que dès le départ, on leur apporte pas ce rêve qu'un Français puisse gagner à domicile. Une stat, messieurs. La stat. Les 30 derniers grands chelems, 29 victoires des 3, Federer, Nadal, Djokovic. Le seul qui a pu inverser cette tendance, c'est Del Potro en 2009. Ça, c'est une stat. Donc voilà, je suis d'accord avec vous, il y a un manque d'ambition, comme le disait Yannick Noah, il y a un manque d'ambition clair et net des Français. Comme tu l'as dit, il faut faire rêver les gens un petit peu, les gens sont là pour rêver, les gens encouragent les Français et tout ça.
Faut le dire clairement, ce sera un des 4 qui va gagner, voire, enfin même pas un des 4, un des 3 qui va gagner Roland Garros cette année. Plus qu'un manque d'ambition, c'est vraiment un manque d'état d'esprit, un manque de mentalité de gagnant. C'est pas forcément ça, mais c'est vraiment quand on revoit les Monfils, les Gasquet, quand on regarde leur carrière chez les jeunes, ils avaient vraiment du potentiel. Ils avaient le potentiel. Après, ils battaient facilement, enfin pas facilement, mais ils battaient Nadal. Ils les battaient. Mais et là, au jour d'aujourd'hui, ils ont pas choisi la bonne voie. Parce qu'il y en a qui travaillent plus que d'autres. Quand on voit juste que Nadal, pendant un an, il a juste régressé un tout petit peu, parce qu'au final, il n'était pas descendu en dessous de la deuxième place. Direct, il s'est dit, bon, on va commencer à changer de tactique, on va retravailler la raquette, etc. Et on va bosser plus pour revenir justement au top. Et derrière, c'est pour ça qu'il est au coude à coude pour revenir numéro 1 mondial. Il y a une énorme différence entre les 3 premiers. Non, enfin même les 4, parce qu'il faut mettre Murray dedans, même si Murray a pas gagné encore de grand chelem, et le reste du peloton, c'est le physique. Quand on regarde physiquement la différence, tu regardes Djokovic physiquement, il y a pas un poil de graisse. Tu regardes mon fils, honnêtement, il est forfait encore, on l'a appris hier, mon fils. C'est quelqu'un qui avait de la graisse au genou, c'est ça? Non, mais c'est quelqu'un physiquement, il a pas un physique adapté au tennis. Non, il est trop musculeux pour faire du tennis. Je vais retrouver le sifflet, ça y est. Nous sommes sauvés, messieurs, nous sommes sauvés. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur les chances françaises, parce que l'émission avance vite? Non, et on a beaucoup de sujets à aborder. On peut enchaîner sur les 4 fantastiques. Mais juste quand même pour annoncer les chances françaises. Moi, je pense que Gasquet va faire une deuxième semaine. Gilles Simon fera une deuxième semaine aussi. Et je pense que Tsonga ne fera pas une deuxième semaine. Et pour Gaël Monfils, on l'a dit tout à l'heure, forfait. La stat de Greg, Tsonga fera pas une deuxième semaine. Non, moi je suis sûr que si tombe, il y a plein de mecs qui sont pas tête de série, qu'il faut éviter. Et s'il tombe dessus, je pense que il a des chances de se faire sortir. En même temps, si des parieurs nous écoutent, Greg avait pronostiqué la victoire de Chelsea la semaine dernière. Mettez un billet. On en reparlera pas. C'est vrai qu'il y a du monde quand même. Et peut-être juste pour repréciser par rapport aux déclarations de Jo-Wilfried Tsonga, c'est peut-être aussi parce qu'il a perdu en quart très sèchement contre Djokovic à Rome la semaine dernière, et peut-être que ça lui a mis aussi ça l'a mis devant ses responsabilités, devant une certaine réalité, je pense. Et c'est celui qui peut le mieux parler, parce que comme tu le disais, c'est celui qui est 5e mondial. Voilà. Donc c'est celui qui est juste après le Big Four. Donc c'est celui qui est premier de l'autre classement. J'ai bien aimé ton exemple, c'est le premier de l'autre classement. Et donc je pense que c'est celui qui est le plus à même de parler. Magnifique! On l'a retrouvé, le petit sifflet aujourd'hui, et sans transition aucune. J'y suis arrivé. Vous savez, cher polémiste, qu'une nouvelle génération, non, on va passer d'abord au 400 tactiques. Fin du premier tiers-temps, c'est ce que je voulais vous dire. On va passer à un autre sujet et remonter un petit peu plus haut, dans le haut du classement, justement. La victoire finale, toujours côté messieurs, devrait se jouer entre les 3 fantastiques dont parlait Linden, Nadal, Djokovic et Federer. Messieurs, lequel ne voyez-vous pas en finale déjà? Et au vu de sa saison sur Terre, Nadal n'est-il pas tout simplement indétrônable? La question lequel on ne voit pas en finale, je pensais qu'il allait dire lequel est favori, parce qu'on connaît tous la réponse. Il y en a un qui n'ira pas en finale, c'est la seule certitude. Peut-être 2, peut-être 3. Comment ça se tourne. Mais moi je dirais peut-être Djokovic qui ne sera pas en finale. Comme on a discuté en off, il y a quelqu'un, les sources pro disaient qu'il arrive à stresser. Et puis vu la dernière prestation justement en duel direct contre Nadal, on a vu simplement que Nadal était prêt pour le tournoi sur terre battue. Et puis en même temps, l'avantage pour Federer, excusez-moi, c'est que Federer aujourd'hui il est pas dans ce côté où il a la pression de ce duel, où il y a parce que la place de numéro 1 mondial elle peut se jouer sur Roland Garros, si je me trompe pas. C'est un concours de circonstances qui est pratiquement impossible, parce qu'il faudrait que Djokovic perde au premier tour et que Federer remporte le tournoi. Voilà. Donc après on va dire c'est encore 2-3 tournois derrière, Nadal peut repasser numéro 1. Après Wimbledon. Donc Federer n'a pas cette pression là, et il peut aller tranquillement jusqu'à la finale, et peut-être pourquoi pas Federer a un vrai complexe d'infériorité face à Nadal maintenant sur terre battue. Depuis des années ça dure. Après moi je te suivrai sur le fait de Djokovic, je le vois pas aller en finale. Simplement je l'ai vu cette semaine du côté de Cannes, non? Et Mardi, il fait toujours un petit saut à Cannes, Djokovic. Quand on prépare un tel tournoi, vraiment, on doit se mettre vraiment dans de vraies conditions, à être vraiment un tueur, à être un battant. Greg, là, cette semaine, t'étais à Roland Garros. Je les ai vus hier, j'ai vu les 3 hier, moi, l'échauffement. T'as pu voir Nadal, je pense que c'était vraiment. J'ai vu Nadal. Du lourd. Oh là là, j'ai vu Nadal contre, on va le citer, Kevin Anderson, un Sud-Africain qui est 30e mondial. Je pense que lui, il va commencer son tournoi, il va être désabusé. Il s'est pris une correction par Nadal, mais une correction. Ces tournois-là, vraiment, se préparent vraiment en amont. Et même si on a comme tu le disais, psychologiquement, faut vraiment être dans sa bulle, pas trop communiquer, pas trop se montrer à droite, à gauche. Et c'est là où je te rejoins, c'est que j'ai vu Djoko après, juste après Djoko était sur le court, juste après contre Monaco, un Djoko extrêmement nerveux, qui arrêtait pas de crier, énormément de double fautes. Donc on le sent et on le sent pas au top, Djoko. Federer quand même,
qui est remis en forme. Sur les 11 derniers tournois qu'il a joué, il en a quand même gagné 7. Et puis, après, tout dépendra. Il y a le tirage au sort qui va tomber là d'ici une petite demi-heure. Ah oui, voilà, forcément, et ça dépend aussi voilà, parce que Federer, Nadal est repassé numéro 2. Donc Federer peut croiser Nadal en demi-finale et Djoko peut croiser Murray en demi-finale. Donc là, Djoko a un tableau beaucoup Federer n'arrivera pas à battre encore une fois Nadal. Sachant que Andy Murray a plus de chance. Moi, je le vois pas faire la deuxième semaine. C'est l'autre stat que je te donne. Voilà, parfait. Messieurs, le coup de sifflet, vous l'avez entendu 2 fois. Alors, regardez. Je sors tous mes sifflets aujourd'hui. Level n'est pas là, je tiens à lui mettre la pression, sans transition aucune. Vous savez, chers polémistes, qu'une nouvelle génération de joueurs est plus ou moins apparue depuis 2 ans sur le circuit. Ils sont grands, forts, costauds et ont même la même idée en tête, c'est-à-dire récupérer la place de numéro 1 mondial. Ils, bien sûr, ce sont Tomic, Raonic, Harrison, on pourrait même dire Isner. Peuvent-ils créer la surprise pendant la quinzaine? C'est-à-dire, la surprise pour toi, ça va jusqu'où? Tout simplement, la surprise, c'est si ces garçons-là peuvent faire une demi-finale, par exemple. Moi, je pense que j'ai un petit penchant pour le japonais, donc Nishikori. Il est blessé. Qui est forfait. J'avais pas vu. Là, pour moi, il n'y avait plus personne, parce que pour moi, ça pouvait être la surprise, étant donné qu'il est assez désolé. Des fois, non, mais parce que pour moi, je le trouvais à l'aise sur terre battue, donc je pensais que c'était peut-être la surprise. Mais après, par rapport à ceux que tu cites, je sais pas, c'est pas encore leur année. C'est-à-dire que déjà, quand il y a des personnes comme contre son gars et tout qui partent pessimistes, il y a beaucoup de monde quand même. On a une année où on a un tableau, il y a Juan Monaco, Verdasco, Almagro, etc. Il y a énormément de monde, donc je vois pas encore que ce soit une année pour les surprises. Est-ce que la surprise c'est pas Isner? Désolé de vous couper la parole, notamment à toi Eddy, mais Isner qui a fait des très beaux matchs sur terre battue, notamment Coupe Davis. Est-ce que c'est pas lui qui va être attendu au tournant? S'il a ce niveau de Coupe Davis, il sera minimum en quart de finale, ça c'est clair, parce qu'il a un niveau quand il joue comme il a joué contre Tsonga, il a un niveau il joue Murray avec ce niveau-là, il bat Murray. Après les 3 autres ce sera différent, mais oui, il a clairement. Après ce qu'il a ce niveau-là, il a perdu hier contre Davydenko qui est quand même redescendu. Donc c'est ça, il a pas encore un niveau constant Isner pour affirmer qu'il peut faire un énorme truc cette saison encore. Non mais chaque année on a une surprise à Roland Garros. On se souvient tous de l'épisode Soderling. C'était il y a maintenant 3 ans, non? C'était en 2010. Il avait sorti Rafa Nadal, la seule défaite de Nadal à Roland Garros. Moi j'ai trouvé Isner très bon sur terre battue depuis le début de saison. Donc moi je mettrais bien une bille sur Isner, mais dans la surprise, parce que vraiment en finale c'est quasiment impossible. Il faut quand même le dire, l'année dernière Isner perd en 5-7 sur Rafael Nadal au premier tour. C'est vrai, en effet. Et Raonic, qu'est-ce qu'il faut en penser? Qui fait une très très bonne un peu irrégulière, mais exactement. Il a fait des belles perfs. Il a fait un 8ème en Australie aussi, de ce que j'avais vu. Donc... Il fait un 3e tour en Australie et Raonic, c'est un peu pareil que Isner, c'est l'inconstance. Et Raonic souffre vraiment de la pression. Dans les moments chauds, j'ai vu son tie-break final contre Federer à Madrid, où clairement il doit battre Federer, et il craque totalement. Et quand on dit il craque, c'est qu'il envoie des coups droits à 5 mètres dans les bâches, il rate un smash. Donc mentalement, il est encore très très friable. Bon, il est extrêmement jeune. Après, faut le dire, ça dépend du tirage au sort, parce que Raonic sera tête de série numéro 21-22. S'il se tape en troisième tour, il va jouer un 12-13. S'il joue quelqu'un comme je sais pas, qui c'est qui est 12-13, on va dire un type Sarivic ou quelqu'un, il peut les sortir, ces gens-là. Complètement. Donc après, ça dépend du tirage au sort, mais c'est quelqu'un qui peut faire une deuxième semaine, un 8ème de finale, Raonic. Après Tomic, il fera 2-3e tour, et Harrison. Arrête avec ton sifflet, arrête. Harrison, premier tour dehors. Voilà, c'était le conseil. Eddy, t'avais quelque chose à rajouter? Non, rien à ajouter. Greg, parce que messieurs, là, maintenant, je vais faire appel à vos souvenirs pour finir ce spécial Roland Garros. Une fois encore, vous avez été assez bavard, pas trop dissipé encore, ça va. Et un petit tour de table s'impose, je pense. Quelle image vous restera-t-il à jamais de Roland Garros? La performance ou la scène qui vous a le plus marqué depuis que vous êtes tout petit? Allez, vas-y. Pour moi, Roland Garros, ça reste et ça restera Gouga, quoi. Alors attendez, messieurs. Il me l'a volé. On se tait et on écoute. Rappelez-vous, Gustavo Kuerten en 2001. Et cette fois, c'est fini. Cette fois, c'est fini. Regardez comme il se pille sur le cours. Gustavo Kuerten, livre de bonheur. Pour la 3e fois, il inscrit son nom au palmarès de Roland Garros. Et c'est pas n'importe quelle victoire, puisqu'il s'agit là de la 100e édition du tournoi masculin. Regardez cette belle accolade entre les deux. Et on en voit un peu comme en Amérique du Sud, des chapeaux et des coussins sur le court. Et là, il nous refait le coup du cœur, Fred Delard. Si vous pouvez nous montrer Gustavo, voilà, il le redessine comme il l'avait fait en sauvant sa balle de match. Et il fait partie des très rares joueurs à avoir sauvé une balle de match et avoir remporté le tournoi.
Voilà, il va s'allonger carrément dedans après cette mise à genoux la dernière fois. Oh, quelle image extraordinaire qui fera le tour du monde. Non mais c'était vraiment un très bel instant de sport et puis Kuerten quoi, c'est vraiment l'athlète brésilien, cheveux bouclés, bandeau, corps rempli de terre battue, c'était vraiment une très belle image et puis ce cœur dessiné sur la terre battue de Roland Garros plein après-midi, c'était vraiment très beau moment de sport. Le cœur, on le rappelle, quand il disait Monsieur Chamoulot, premier tour, il joue contre Michael Russell, il est mené 2-7-0, il est mené 5-3, balle de match pour Michael Russell, il gagne le match et après il gagne Roland Garros, un moment magique quoi. Je suis d'accord avec toi. L'idée, est-ce que toi c'est un petit peu différent là? Je trouvais qu'elle avait un corps sublime. On s'arrête là parce que ça nous écoute. J'ai fan des muscles de Marie. J'étais amoureux d'elle. Bon, la pauvre, malheureusement, ça a mal terminé. Merci messieurs pour ce superbe débat 100% Roland Garros et n'oubliez pas de retrouver Initiative Sport. Là, on est parti pour 15 jours. On va être sur place pour faire des reportages. On va essayer de vous ramener de l'exclusivité, comme vous le savez, comme d'habitude, des stars. On va essayer d'avoir un des 3 fantastiques. Ça serait sympa. Voir les 3 ensemble. Et puis on aura sans doute un français, mais on vous garde encore quelques surprises pour la semaine prochaine. Tout de suite, c'est l'heure du débat. Et c'est l'heure du débat. Vous écoutez Initiative Sport sur IDFM 98 FM. Vous l'aurez compris, ce n'est pas l'heure du débat, c'est l'heure de la 3e partie, tout simplement. Voilà, DJ Manu. C'est un peu compliqué aujourd'hui, c'est un peu compliqué, on s'y perd, c'est pas grave. Et je vous le disais, on le disait d'ailleurs, dans 64 jours, débutent les Jeux Olympiques de Londres, et nous nous sommes intéressés au football féminin, les Bleuettes qui pourraient rapporter gros à la France, et qui mieux que Bruno Bini, sélectionneur de cette équipe de France féminine. Et parrain de l'émission. Et parrain de l'émission, c'est vrai. C'était le premier. C'est vrai que c'était le premier. C'était la surprise, fallait pas qu'on la dise. Je rigole. Mais voilà, t'as raison, parrain de l'émission et sélectionneur de cette équipe de France féminine de football, 4e du dernier mondial, faut-il le rappeler, pour nous parler de ce sport en plein boom. Mais justement, on lui a posé la question, est-ce qu'il a remarqué une évolution depuis la Coupe du Monde? On a franchi un palier, un gros palier. Je dis que quand on est exposé, comme on a été exposé à la Coupe du Monde, c'est qui tout double. Soit on perd 10 ans si on se plante, soit on gagne 10 ans si ça marche. Et je pense qu'on a gagné 10 ans. Là. Parce que je pense que nous, les retours qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui sont tombés amoureux de cette équipe de France. Par rapport au jeu qu'elle a fait, par rapport aux valeurs qu'elle a véhiculées, par rapport à l'image qu'elle a donnée. Donc c'est tout bénéfice pour les clubs aussi, quoi. Et justement, Bruno Bini, jusqu'où peut aller cette équipe de France? Eh bien écoutez, on lui a posé tout simplement la question. Je sais pas, mais pour l'instant, on a fait 2 matchs en France, 12 000 et 18 000 spectateurs, quoi. 1 million de téléspectateurs sur Direct 8. On a un public maintenant, voilà, c'est sympa. Et justement, pour les filles qui ne sont pas habituées à un tel engouement, qu'est-ce que ça change d'être suivi par la France entière? Qu'est-ce qui se passera dans leur tête cet été lorsque les échéances arriveront? C'est plus agréable parce qu'on est plus porté, quoi. Vous savez, ça les a pas plus gênés que ça, la Coupe du Monde, hein. On a joué devant 25, 35, 45, 50 000. C'est agréable, c'est tout, hein. C'est agréable. Alors, agréable. Très agréable. C'est très agréable. Honnêtement, on va dire un petit avis personnel. Moi, je m'y suis mis vraiment au football féminin. Je me suis mis avec le mondial de l'année dernière. On parlait, tout à l'heure, on va quand même dire que Bruno Bini a annoncé. Je suis désolé, c'est parce que t'es un menteur. Ah non, si, je me suis mis. J'ai regardé la finale de la Ligue des Champions féminine quand même. Je te charrie. Non, ça devient techniquement, ça devient intéressant. Bon, c'est vrai qu'il y a pas le même physique qui est mis dans ce football-là, mais techniquement, il y a des choses qui sont très intéressantes. Louise Annecy, franchement, techniquement, c'est très 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 fort. Non, il a raison. Physiquement aussi, oui. Dans un deuxième temps, on va dire. Tout de suite les clichés, ça vous Et puis quand même, Bruno Bini, donc tu l'as dit 64 jours, Bruno Bini a annoncé sa liste des 18 choses qu'il va amener à Londres. Parmi elles, donc 11 lyonnaises et 2 parisiennes, leur boulot, qui est pas mal aussi, et Élise Boussaglia. Voilà. C'est bizarre. Mais plus sérieusement, pas partir dans les clichés et tout. C'est vraiment un sport qui a pris une autre dimension, moi je trouve, en France depuis la dernière Coupe du Monde. Et surtout, cette année, on a eu entre guillemets un vrai championnat entre Juvisy, le PSG et Lyon. Alors que les dernières années, mais bon, ça reste un championnat à 3. Quand on voit les scores, on sait que Lyon a encaissé il me semble 3 ou 4 buts dans la saison. C'est ça, dans la saison. Pas normal. Oui, parce qu'après ils mettent des corrections, des 11-0 et tout ça. Il n'y a pas encore un niveau, c'est pas encore un niveau global, mais c'est vrai qu'en haut, ça va être pas mal, quoi. Mais moi, il y aura un concept. 2 minutes, hein. Il y aura un concept. Moi, si j'étais à la Fédé, je ferais un grand match amical entre les hommes et les femmes.
Une équipe de Ligue 1 face à l'équipe de France féminine de football, ça ferait un petit buzz, ça ferait quelque chose de sympa. C'était le mot de la fin. Voilà. En tout cas, allez les filles. Allez les filles, et merci chers auditeurs d'être toujours au rendez-vous. N'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter, Facebook, Initiative IDFM. Merci Linden, merci Eddy, merci Greg. Dorénavant, merci DJ Manu. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur la chaîne YouTube de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine, 13h, 14h, tout de suite, ici et ailleurs, à l'antenne d'IDFM 98 FM. Bonne journée à tous. Bonne journée. De votre fréquence préférée.